conférence. Je suis Sylvie Castonguay, la directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Je vous souhaite la bienvenue à cette cinquième et dernière conférence qui porte sur l'ABC de la dégénérescence maculaire dans le cadre de nos conférences 2023-2024. Je tiens à remercier les partenaires financiers de notre série de conférences, les sociétés Apellis, Biogène et Roche. Et je précise aussi que la QDM est seule responsable du contenu associé à cette activité et j'atteste que l'ensemble du contenu a été conçu sans l'influence de nos partenaires. J'aimerais maintenant vous expliquer le mode de fonctionnement de notre conférence. Notre conférencière Hélène Thibodeau, que je vais vous présenter dans quelques instants, donnera un exposé d'environ 35 minutes qui sera suivi d'une période de questions que je vais animer à partir des questions qu'on a reçues lors de l'inscription et des questions que vous poserez ce matin. Maintenant, pour poser vos questions, il faut choisir la petite icône qui s'appelle Q et R ou questions-réponses et non pas l'icône discussion. Et vous posez vos questions par écrit et je vais les regarder. Et selon le contenu de la conférence, mais je vais poser les questions auxquelles la conférencière n'aurait pas répondu, évidemment en respectant le temps qu'on a pour la conférence. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Mme Thibodeau. Hélène préside le conseil d'administration de la QDM depuis l'été 2022. Elle est elle-même atteinte de dégénérescence maculaire sèche et humide maculaire liée à l'âge, sèche et humide depuis 10 ans. En fait, je recommence. Elle est atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge, sèche depuis 10 ans et de la forme humide depuis plus de 4 ans. Et elle a donné pour nous de nombreuses conférences un petit peu partout au Québec et virtuelles. Et elle, vous avez certainement vu aussi, ceux qui sont membres chez nous ou qui lisent notre bulletin, elle a aussi signé une chronique dans notre bulletin. Hélène est une gestionnaire d'expérience maintenant retraitée qui a occupé des postes de direction, de vice-présidence des opérations et de direction générale dans le domaine du transport des personnes publiques et privées. Elle est aussi mère et grand-mère. Alors, Hélène, c'est avec grand plaisir que je te cède la parole. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette belle présentation. Alors, aujourd'hui, après ma conférence, vous en saurez plus sur la dégénérescence maculaire. Je vous informe d'entrée de jeu de la mission de la QDM. Il s'agit d'informer, orienter et soutenir les personnes atteintes de dégénérescence maculaire ainsi que leurs aidants. Et nous devons défendre l'accès gratuit au dépistage, traitement, soins et nouveaux traitements et aux services de réadaptation, incluant les aides visuelles et les outils technologiques. Le plan de la conférence, c'est-à-dire après cette conférence, vous en saurez beaucoup plus et vous devriez être en mesure de bien comprendre ce qu'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, quels sont les symptômes, quels sont les facteurs de risque, quel est le chemin de la prévention. Je vous ferai part de mes meilleurs conseils, étant moi-même atteinte de la maladie depuis fort longtemps. Quels sont les traitements possibles? Qu'en est-il de la recherche? Et comme Sylvie l'a dit, il y aura une période de questions. Au niveau de mes sources, je suis extrêmement curieuse de nature, mais j'ai quand même eu besoin de me ressourcer pour répondre à toutes les questions et aussi pour faire une présentation qui était quand même assez étoffée. Alors, je me suis inspirée des sites Internet de la QDM, Vaincre la cécité Canada, l'Association des optométristes du Québec, ainsi que les ophtalmologistes. Il y a certaines publications de Novartis et Bayer et aussi un livre fort intéressant sur la DMLA des éditions Annika Parence. Une source privilégiée pour moi, c'est mon rétinologue, c'est-à-dire mon médecin traitant, qui est aussi le médecin conseil de la QDM, Dr. David Lederer. Il répond généreusement à toutes mes questions afin de pouvoir mieux vous répondre lors des conférences. Et mon expérience personnelle à moi,
Je déclare aussi n'avoir aucun conflit d'intérêts et ne recevoir aucune rémunération de la part d'une association ou d'une entreprise. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette maladie-là? C'est une maladie dégénérative progressive de la macula. Je me fais souvent demander pourquoi ce n'est pas la dégénérescence oculaire, pourquoi c'est la dégénérescence maculaire? Ben, c'est pas l'œil qui dégénère, c'est la macula. Et je vous ai mis une petite photo qui est très révélatrice. La macula, c'est le petit point brun au centre de l'œil qui a un diamètre de 5 millimètres comparativement à l'œil qui a un diamètre d'environ 1 pouce. Alors, vous voyez que dans cette petite surface de 5 millimètres, responsable de tous nos problèmes visuels, Heu, il se passe beaucoup de choses et c'est cette surface-là qui nous permet de voir les fins détails face à nous, qui nous permet de lire, conduire un véhicule, regarder la télévision, voir les visages des gens et effectuer de fins travaux d'artisanat, de peinture. Alors, c'est une vision extrêmement importante pour l'autonomie et le quotidien. Quelques statistiques sur la maladie. On dit qu'au Québec, c'est la première cause de la perte de la qualité de la vision chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Ce n'est pas seulement au Québec, c'est mondialement et elle est relativement peu connue comparativement à la maladie d'Alzheimer, qui est beaucoup plus connue et dont on entend beaucoup plus parler par, les médias. Au Québec, 500 000 personnes vivent avec la DMLA, comparativement à 110 000 pour l'Alzheimer. La prévalence de la maladie, malheureusement, augmente avec l'âge. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Et on observe chez les personnes de 75 ans et plus qu'une personne sur quatre est atteinte, 25. Je vous ai mis cette petite image parce que c'est très important de comprendre ce qu'est la vision centrale et on peut faire un petit exercice. Si on étend nos bras et qu'on pointe nos doigts au plafond et qu'on regarde seulement nos mains sans regarder autour, la surface de nos mains est équivalente à la vision centrale. Donc, quand on parle de vision centrale, c'est vraiment cet endroit-là qui définit la vision centrale. Au niveau de la DMLA comme telle, dégénérescence maculaire, il y a 2 formes. Habituellement, la maladie se manifeste par la forme sèche, qui est la moins sévère et ça représente environ 90 des cas. La forme humide, c'est ni plus ni moins la forme sèche qui s'aggrave, elle devient humide et c'est la plus sévère et ça représente environ 10 des cas. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque forme peut se développer dans un seul œil ou dans les 2 yeux. Ce n'est pas symétrique. Ça peut être, l'évolution peut être rapide dans un, moins rapide dans l'autre. Il est possible aussi qu'un seul œil soit atteint. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle, mais ce n'est pas symétrique et les 2 formes sont sans douleur. On n'a pas de douleur quand on a la DMLA. Donc, c'est extrêmement important d'en reconnaître les premiers signes et symptômes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de l'anatomie de l'œil et définir avec vous le processus de la vision. Comment ça se passe? Comment notre œil voit et comment notre cerveau enregistre les images? Ben, c'est tout simplement la lumière, les choses que l'on regarde qui pénètrent l'œil en traversant en premier la cornée. Heu, la lumière passe par la pupille, par le cristallin et va frapper la rétine pour la vision périphérique et la vision centrale, la macula et toute cette information visuelle-là est transmise au cerveau via le nerf optique. C'est instantané. On regarde quelque chose, on voit immédiatement ce que le cerveau a enregistré à travers notre, vision, notre œil. Donc, la raison pour laquelle je vous explique cette anatomie de l'œil, c'est que si, par exemple, on commence à s'apercevoir qu'on voit moins bien,
On ne peut pas jeter le blâme sur nos lunettes ou notre prescription qui n'est plus adaptée. Il faut absolument consulter un professionnel de la santé visuelle parce qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs maladies qui font en sorte que notre vision se détériore. Entre autres, il y a des maladies de la cornée. Entre autres, on sait que le cristallin, lorsqu'il s'opacifie, ça devient une cataracte. Alors, tout le monde, ou presque, va souffrir de cataracte un jour ou l'autre. Et oui, on peut ajuster nos lunettes, mais c'est mieux de se faire opérer à un certain moment pour euh, retrouver une meilleure acuité visuelle. Et il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la rétine. D'ailleurs, il y a des médecins rétinologues qui se spécialisent dans cette partie de l'œil. Et on va voir ça plus loin, comment la dégénérescence affecte la macula. On va élaborer un peu plus sur la forme sèche. Elle progresse plus lentement que la forme humide. Elle est plus fréquente et survient lorsqu'il y a formation de drusènes, c'est-à-dire des petits dépôts jaunâtres ou calcaires, dans une des couches les plus profondes de la rétine. Et j'aurai des images pour vous expliquer le tout. Lorsque les drusènes s'accumulent, cela commence à perturber les couches supérieures et perturbe la couche des photorécepteurs, produisant ainsi des zones vides dans la vision centrale. C'est la raison pour laquelle on commence à voir embrouillé. C'est il nous manque des pixels dans notre vision. Donc, c'est important d'être sensible à ça, d'être à l'affût et de consulter on constate que notre acuité visuelle n'est plus la même. Et à un stade avancé et plus rare, des portions de la macula s'atrophient. On appelle ça de l'atrophie géographique. Quand on parle d'atrophie, on parle de mort, d'amincissement de la macula, de certaines couches de la rétine et de mort des cellules. Donc, il n'y a plus de vision possible. Alors, je vous illustre ce que je vous ai expliqué à travers des images. À gauche, on a une image d'un fond d'œil. Et ça, c'est un test important qui est fait par les optométristes. Je dirais que c'est la première source de diagnostic d'un optométriste. Avec l'image du fond d'œil, il est en mesure de voir s'il y a des drusènes, des dépôts jaunâtres. Alors, à gauche, on a un œil extrêmement normal. Et à droite, on voit déjà dans le fond d'œil les petits dépôts jaunâtres, les drusènes s'accumuler. Maintenant, ça, c'est une image. J'ai mis aussi une image en tranche de la macula. À quel endroit s'accumulent ces drusènes? Il y a plusieurs couches, hein. Vous voyez la choroïde, la membrane de Bruch, l'EPR, l'épithélium pigmentaire rétinien et les photorécepteurs. Les drusènes s'accumulent entre la membrane de Bruch et l'EPR. Pourquoi? Parce que l'EPR, c'est un petit peu le rein de notre œil. C'est lui qui filtre les déchets de la circulation sanguine générée par la choroïde. Et lorsque l'EPR n'est plus en mesure de faire son travail, de bien effectuer son travail, la dégénérescence s'installe et l'accumulation de drusènes s'ajoute. Donc, c'est à cet endroit que les drusènes s'accumulent lorsqu'on a de la dégénérescence maculaire. Je vais vous parler de la forme humide. Comme je disais tantôt, environ 10% des gens atteints la développent. Euh, Contrairement à la forme sèche, elle progresse rapidement. Il s'agit d'une urgence ophtalmologique. Dans la forme humide, des vaisseaux sanguins anormaux se développent sous la rétine et comme ils sont fragiles, ils vont saigner et suinter, provoquant des distorsions dans notre vision centrale. Les lignes droites sont courbées ou ondulées et un ombrage affecte la vision centrale. J'illustre la forme humide de la même façon que j'ai illustré la forme sèche. À gauche, on a un œil extrêmement normal et à droite, on a la forme humide qui s'est développée. Alors, vous voyez la choroïde, qui est la partie mauve et rouge, où sont tous les vaisseaux sanguins qui assurent la circulation du sang dans l'œil. Bien, il y a eu des vaisseaux sanguins anormaux qui ont poussé comme de la mauvaise herbe et qui viennent perturber de façon beaucoup plus accentuée le PR et ça signifie qu'il y a aussi accumulation de liquide. Et vous voyez en haut les cônes et les bâtonnets, les photorécepteurs, ben, ils sont poussés et ils disparaissent de la vision centrale.
De là, la tache, sombre, ombragée qui peut survenir et ça, c'est lorsqu'on souffre de ça, on s'en aperçoit jour 1, immédiatement. Tout est ondulé, tout est ombragé et on peut voir une tache rouge ou noire ou grise au centre de notre vision. J'illustre les 2 formes, la forme sèche et la forme humide. Alors, vous voyez que la forme sèche va perturber légèrement les photorécepteurs, donc ça va perturber de façon beaucoup plus légère notre vision centrale, tandis que la forme humide, on voit là que la courbe est beaucoup plus prononcée, donc la vision est beaucoup plus altérée. Je me dois de vous parler aussi de la dégénérescence maculaire myopique. Parce que c'est aussi une maladie maculaire qui est caractérisée par une myopie sévère et la myopie, elle est causée par un étirement du globe oculaire qui entraîne un amincissement de la sclérotique et de la rétine. C'est quoi la sclérotique? C'est la sclère et la rétine. Et ça, comme ça s'étire, puis on a vu tantôt là, qu'il y a des couches, il y a des vaisseaux sanguins, mais ça provoque un déchirement de la macula et des saignements sous-rétiniens. Comme il s'agit de saignements puis d'accumulation de sang, ben, c'est une cause majeure de perte irréversible de la vision, d'où le mot dégénérescence myopique. Et c'est le même traitement que pour la forme humide de la DMLA. On va en parler tantôt. C'est quoi le traitement? C'est un anti-angiogénique. Les médecins disent anti-VEGF. Ben, c'est pour contrôler les hémorragies et la production de vaisseaux sanguins anormaux. Maintenant, quels sont les symptômes? Ben, j'en parle depuis le début. C'est une vision embrouillée ou floue, les lignes droites qui semblent ondulées ou déformées. Nous avons aussi un contraste et une sensibilité aux couleurs moins vives. Par exemple, les contrastes, ça, c'est important pour bien déterminer les couleurs. Lorsqu'on a cette maladie-là, en particulier moi, j'ai la forme sèche et humide, j'ai souvent beaucoup de difficultés à différencier le blanc et le jaune. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des couleurs, plus sensibles pour moi et on a aussi de la difficulté à voir de loin et cette difficulté-là, cette perte d'acuité visuelle ne se corrige pas avec, un changement de lentille ou d'ordonnance. Parce que c'est un défaut de la macula, on a maintenant des points aveugles dans la macula et ça provoque aussi des petites taches aveugles au centre du champ visuel et une augmentation, de la sensibilité à la lumière vive. Nous sommes éblouis très facilement. Les lumières doivent toujours être tamisées, mais avec une diffusion qui va éclairer toute la pièce et non seulement un endroit précis parce qu'on ne voit pas grand-chose dans le noir. On commence déjà à voir moins bien et on a aussi une difficulté d'ajustement en passant de la lumière vive à la lumière tamisée. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut vérifier notre acuité visuelle et notre vision avec la grille d'Amsler. Je vais vous dire comment l'utiliser. Cette grille-là, vous la retrouvez aussi sur le site, internet de la QDM et la plupart des bureaux d'optométrie et d'ophtalmologie en donnent. Donc, on fait le test, nous-mêmes. Un œil à la fois, on conserve nos lunettes pour voir de près. Et on regarde, un œil à la fois le point noir au centre. Est-ce que le point noir est bien défini? Et tout en continuant à regarder le point noir, est-ce que les lignes nous semblent ondulées? Est-ce que chaque petit carré est parfait? Est-ce qu'il y a des points morts? Est-ce qu'il y a des taches noires dans notre vision? Est-ce qu'il y a un trouble? Est-ce qu'il y a, heu, un ombrage? Dès qu'on s'aperçoit qu'il y a des modifications à la grille, c'est important d'aller consulter rapidement. Je vous dirais la meilleure porte d'entrée, c'est l'optométriste. L'optométriste est aussi équipé maintenant pour détecter plusieurs maladies de la rétine, je vais en parler tantôt, et il pourra facilement vous référer à un ophtalmologiste au besoin. Je dois ajouter qu'il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas de grille d'Amsler. Toute notre maison est une grille d'Amsler. Nos fenêtres, notre télévision, notre ordinateur, les cadres de porte. Dès qu'on commence à voir onduler, il faut tout de suite se questionner et consulter.
Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler des facteurs de risque. Bien, c'est sûr que l'âge, c'est le premier. Le sexe féminin, ça touche plus de femmes que d'hommes. Les yeux clairs. Pourquoi? Parce que les yeux clairs vont laisser passer plus de rayons UV au soleil que les yeux bruns. Les antécédents familiaux, c'est-à-dire s'il y en a dans la famille, la génétique. On ne fait pas de test génétique actuellement parce que c'est multigénique. Il y a plus qu'un gène qui entre en cours dans le développement de cette maladie, donc c'est difficile à tester. L'exposition au soleil, l'hypertension artérielle et un taux élevé de cholestérol sanguin et le tabagisme. Je vais vous parler du chemin vers la prévention, c'est-à-dire avoir de saines habitudes de vie. Première chose qu'on doit faire si on est à risque de développer la maladie, ou s'il y en a dans notre famille, ou si on vient de recevoir un diagnostic de DMLA, ben, il faut arrêter de fumer parce que c'est vraiment l'ennemi numéro un. Ça diminue le taux d'oxygène dans le sang et induit la production de radicaux libres. Et les radicaux libres, c'est ce qui empêche nos cellules de bien se régénérer, de bien se reformer. Et on a besoin d'une bonne circulation sanguine et cellulaire dans notre œil. Bien s'alimenter, ben écoutez, c'est bon pour toutes les maladies, c'est bon pour le cœur. Il faut privilégier les aliments riches en lutéines et axanthines. C'est pas compliqué, ce sont les aliments, les légumes, les fruits les plus colorés qui ont principalement ces vitamines-là. On parle aussi de bêta-carotène. Vous savez, quand notre mère nous disait: «Mange des carottes, c'est bon pour les yeux», c'était vrai. Et on parle de vitamine C et E, de fibres, de gras sains et d'oméga 3. Les poissons gras, entre autres le saumon, la truite, les sardines, ont beaucoup, beaucoup d'oméga 3 et je vais en parler tantôt, c'est bon aussi pour les yeux secs. Donc je vous laisse cuisiner, je vous laisse faire vos propres recettes. Maintenant, comment bien protéger ses yeux? On a vu tantôt que le soleil, c'était un facteur de risque. Pourquoi? Parce que le soleil dégage des rayons ultraviolets. Même lorsque c'est nuageux, il y a des rayons ultraviolets dans la lumière du jour. Alors, c'est important de bien protéger ses yeux. Donc, si on vient d'une famille où il y a de la dégénérescence maculaire, je vous dirais qu'il n'est pas trop tôt pour les enfants, dès leur très jeune âge, de commencer à porter des verres solaires, des chapeaux. C'est sûr que nous, lorsqu'on a la maladie et même avant, ben, on porte des chapeaux, des casquettes, une visière, des verres solaires. Et heu, maintenant, quelle sorte de verre solaire choisir? Ben, je pense que c'est important d'y aller avec de la qualité. Avec l'aide de son optométriste, ben, on va privilégier aussi des verres anti-lumière bleue, c'est-à-dire, il y a une pellicule qui filtre les rayons UV dans un verre, même s'il n'est pas solaire. Entre autres, j'ai cette pellicule-là dans mon verre ordinaire, ce qui fait qu'il est un peu plus, jaune là, que le verre ordinaire, mais j'ai choisi, de l'intégrer et de me protéger encore plus. Les v ce sont les verres anti-lumière bleue. Il y a les verres polarisés et le choix de la teinte brune. C'est certain qu'il y a plusieurs couleurs qui s'offrent à nous. Il y a le brun, il y a le gris, il y a le bleu, il y a le noir. La teinte brune, elle est conseillée principalement pour la conduite automobile. Elle absorbe davantage de lumière bleue et elle permet d'augmenter la luminosité perçue, ce qui est utile pour les personnes qui ont des cataractes ou des problèmes de rétine. Quand on parle de luminosité perçue, on parle de meilleur contraste. Comme moi, j'ai déjà perdu beaucoup de contraste au niveau de mes couleurs, lorsque je porte mes verres solaires de teinte brune, je vois mieux les couleurs que si je les portais pas. Donc, c'est une teinte à privilégier, pas parce que les autres teintes sont pas bonnes, mais cette teinte-là va vous donner une meilleure vision. Prendre des vitamines lorsqu'indiqué. Heu, Habituellement, lorsqu'on reçoit le diagnostic de dégénérescence maculaire sèche, l'optométriste va nous, dire tout de suite de prendre des vitamines. Il y a deux principales marques qui existent, Vitalux et Préservision.
C'est vraiment, vous qui décidez quel comprimé est meilleur pour vous, parce que les 2 contiennent exactement la même quantité de chaque vitamine. C'est juste que le Vitalux, c'est un comprimé très gros, plus difficile à avaler et le Préservision, se présente sous forme de gélule. Alors, comme je vous disais, les 2 formes ont exactement les mêmes ingrédients et le même dosage. Et est-ce qu'on doit prendre des oméga-3 en plus? Oui, parce que c'est un anti-inflammatoire et comme la DMLA, c'est un processus inflammatoire, c'est une dégénérescence, mais c'est aussi une incapacité à notre œil, surtout l'EPR de bien éliminer les déchets de la circulation sanguine de l'œil. Ben ça aide à favoriser, cette circulation-là et ça améliore la problématique des yeux secs qui arrive souvent aussi, en vieillissant, lorsqu'on atteint 60-65 ans, 70 ans, nos yeux commencent à être secs et si nos yeux, sont pas bien hydratés, ben, ça aussi, ça peut nous empêcher de mieux voir. Lorsque Puis pourquoi on prendrait des vitamines? Ben, il y a eu des études de fait aux États-Unis, AREDS2, Age-Related Eye Study Disease. Ben, c'est prouvé que la prise de vitamines peut ralentir la progression vers une forme plus grave, c'est-à-dire la forme humide, d'environ 25 sur une période de 5 ans. Vous me direz: «Mais oui, Hélène, tu as la forme humide». Ben oui, je continue à prendre mes vitamines. De toute façon, j'ai pas le goût d'avoir d'autres maladies en même temps. Les vitamines, c'est bon pour aussi le système immunitaire et je suis prête à prendre le pari que si, même si j'ai la forme humide, si ça peut ralentir quand même la progression ou ça peut favoriser mon processus circulatoire dans mes yeux et me donner quelques années de plus d'une bonne, acuité visuelle, relativement, adéquate pour conserver une bonne autonomie, ben, je suis prête à prendre le pari. Maintenant, quels sont mes meilleurs conseils? Je vous donne mes meilleurs conseils parce que je suis atteinte de la maladie depuis 10 ans, donc j'ai vécu, des hauts et des bas relativement à cette maladie-là. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de consulter régulièrement un professionnel de la vue, optométriste et ou ophtalmologiste. Si, par exemple, on est référé en ophtalmologie et on n'est pas satisfait, que ce soit aussi de notre optométriste ou notre ophtalmologiste, on a l'impression qu'il ne nous écoute pas, qu'il n'est pas attentif à l'énumération de nos symptômes, mais il ne faut pas hésiter à demander un deuxième avis. Je sais que c'est pas facile, il faut persister, il faut retourner voir l'opto, il faut insister, il faut dire: «Regarde, ça fonctionne pas, il y a pas de chimie entre ce médecin-là et moi» et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dû demander à mon optométriste de me référer à un deuxième ophtalmologiste et je suis, bien tombée. Je suis tombée sur un rétinologue, dans une clinique à Montréal qui m'a tout de suite prise en charge et a commencé les traitements. J'avais raison, heu, on n'avait pas détecté le début de la forme humide en consultant et l'optométriste et le 1er ophtalmologiste que j'ai vu. C'est déplorable parce que je considère que j'ai perdu de précieuses semaines et j'ai perdu aussi probablement une ligne, là, lorsqu'on lit, les lettres, là, sur, l'échelle. J'ai probablement perdu une ligne, de vision, de bonne vision en ayant eu ce pépin-là. Mais, maintenant je suis, satisfaite de mon médecin traitant et j'ai confiance, en l'avenir. Tantôt je vous disais qu'il y a un test que l'optométriste peut faire, c'est la photo du fond d'œil, mais le meilleur test, c'est une tomographie par cohérence optique, un OCT scan. Ce n'est pas dommageable. Il n'y a aucun rayon, aucune, radioactivité dans cet appareil-là. C'est tout simplement, des faisceaux de lumière qui donnent une image précise de l'état de la rétine au niveau de la macula et certains bureaux d'optométrie ont maintenant cet appareil et offrent le test. Ce n'est pas gratuit, mais c'est bon d'en faire un au moins, une fois et s'il y a pas de changement dans votre vision,
puis que vous êtes pas référé en ophtalmologie, ben, c'est l'optométriste qui va décider quand est-ce qu'il en fait un autre pour regarder l'évolution de votre forme sèche et peut-être aussi s'apercevoir rapidement que la forme humide s'installe afin de débuter un traitement le plus rapidement possible. Autre chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à utiliser toutes les technologies aidant à la basse vision pendant que notre vision est encore bonne. Parce que bien souvent, ce sont des appareils où il y a des modes d'emploi, il y a des menus, et si on n'est pas habitué de naviguer avec ces outils-là, ces instruments-là, ben ça peut être plus compliqué quand on commence à voir moins bien. Je vous invite à utiliser sur vos appareils, téléphones, tablettes, toutes les fonctions d'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut grossir nos caractères, on peut les mettre en gras. Par exemple, sur mon téléphone, moi, j'ai déjà mis 10 de plus, au niveau de la grosseur des caractères. J'ai quand même une bonne vision de près comparativement à de loin, mais j'ai grossi mes caractères et je les ai mis en gras. Je dois vous dire aussi que j'utilise maintenant une tablette, une liseuse, une tablette et ou une liseuse pour lire des livres. Les livres en papier ne m'offrent plus, des lettres suffisamment grosses ou avec suffisamment de contraste, dépendamment de l'impression. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous devez vous habituer à utiliser et je vous dirais que c'est beaucoup plus facile de lire avec une tablette ou une liseuse parce qu'on lit une page à la fois, c'est plus facile de faire le focus. Apprendre à se détendre et à profiter de la vie, hein, le stress n'aide jamais à aucune situation. Comment on fait ça? Ben, vous pouvez joindre la QDM pour briser l'isolement et partager votre vécu avec d'autres personnes atteintes de la même maladie. Pardon. Il faut aussi surveiller les activités offertes par la QDM. On offre de la formation sur la technologie, des cours de yoga en ligne, il y a déjà eu de la méditation et on veut s'améliorer dans l'information qu'on va vous donner sur les aides visuelles parce que c'est important de commencer à les utiliser dès qu'on voit, pendant qu'on voit encore bien. Aussi, il faut penser à mode de vie, autonomie, il faut planifier son avenir, regarder où on habite, est-ce que c'est adéquat? Si ma vision diminue, est-ce que je peux continuer à habiter là? Alors, on peut commencer à se faire des plans. On regarde ce qui existe au niveau du transport collectif. On s'entoure de proches aidants. Vous savez que les personnes qui vous entourent, frères, sœurs, amis, s'ils vous accompagnent lors de vos rendez-vous, ben, ils peuvent devenir membres de la QDM. Alors ça, c'est important. Puis il y a différents organismes aussi qui, offrent des services, que ce soit pour des repas ou du transport, pour aller à vos traitements médicaux. C'est important de ne pas cesser ces traitements. Pourquoi? Parce que, je me fais souvent dire en conférence: «Ben moi, je vais arrêter, ça m'améliore pas, ça améliore pas ma vision». Non, ça améliore pas votre vision. Ça va empêcher l'aggravation de la maladie, ça va contrôler, ça va empêcher la formation de vaisseaux sanguins anormaux et ça va conserver l'acuité visuelle que vous avez au moment du début des traitements. Souvent, ça va l'améliorer parce que l'enflure va disparaître. Il y a des choses qui vont se régulariser, mais en bout de ligne, ça ne va pas améliorer votre vision. Vous ne retrouverez jamais 20 sur 20 comme avant, là. Si vous êtes déjà à 20-30, 20-40, ça va rester comme ça. Mais au moins, ça ne va pas se dégrader et testez votre vision régulièrement avec la grille d'Amsler. Et oui, OK, on constate les choses pour lesquelles on est déjà traité, mais dès qu'il y a un changement, une aggravation, quelque chose de plus grave qui se produit, une déformation excessive, c'est important de consulter lors de tout changement. Quels sont les traitements possibles? Ben, je vous dirais qu'au niveau de la forme sèche, il n'y a pas de traitement curatif, mais il faut avoir une conscience en mode prévention. Et je dis toujours, faites pour vos yeux ce que vous feriez pour votre cœur. S'alimenter sainement, faire de l'exercice, garder un poids santé, ne pas fumer et prendre ses vitamines. Il faut que je vous parle aussi de l'atrophie géographique, qui est une forme avancée de l'ADMLA sèche. Alors, comme je vous disais, les drusènes, se sont accumulés de façon, excessive, s'agglomèrent et hem,
font mourir amincissent, l'EPR, une couche de la rétine, de la macula, et font mourir les cellules et les photorécepteurs. Donc, c'est sûr que là, la vision centrale est perdue et c'est irréversible, ce n'est pas récupérable. Donc, il y a 2 nouveaux médicaments qui sont sortis. Il y en a un qui est déjà utilisé aux États-Unis. Toutefois, il ne guérit pas. Il se donne sous forme d'injection intravitréenne et le la particularité, c'est que ça peut ralentir la progression de l'atrophie géographique environ 25 sur, 1 an. Et comme les effets sont cumulatifs d'année en année, ben, la 1re année du traitement, on parle de 25. La deuxième année, ben, ça peut être, 35, c'est exponentiel. Une progression plus lente de l'atrophie géographique peut signifier quelques années de plus d'une vision acceptable pour demeurer autonome. Donc, c'est, un traitement, important. Heu, il n'est pas, il est en le Syfovre est en processus d'approbation, par Santé Canada. Il est déjà utilisé aux États-Unis depuis 1 an, depuis 2023. Il y a un deuxième médicament qui est prévu pour 2024 et c'est quelque chose que vous devez discuter avec votre médecin. C'est lui le seul juge, à savoir si ce traitement serait profitable pour vous ou pas. Au niveau de la forme humide, ben, les traitements sont, des injections intravitréennes avec un médicament angiogénique. Comme j'expliquais tantôt, il ne guérit pas, mais il empêche, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. Il y a 2 nouveaux médicaments qui vont permettre d'allonger l'intervalle entre les injections et qui vont améliorer la qualité de vie des patients. Vabysmo, qui est déjà approuvé et remboursé au Québec depuis juillet 2023, et le Eylea, qui avait été recommandé au ministre de la Santé par l'INES le 2 mai 2024. Et le 23 mai dernier, le ministre a décidé de surseoir la décision d'ajouter ce médicament d'exception. Je ne connais pas sa motivation pour faire ça, mais on va suivre ça de près pour vous. Le choix du médicament pour la forme humide, ben, en 2017, lorsque les injections ont, pardon, 2007, lorsque les injections ont débuté, il y avait seulement 2 ou 3 molécules de disponibles. Maintenant, on voit qu'il y en a 7-8. Je ne vais pas vous les énumérer, mais le choix de cette molécule-là, c'est vraiment votre médecin traitant qui choisit le meilleur traitement pour vous, de même que l'intervalle des injections. Hem, vous savez que depuis l'an passé, le Lucentis, le ranibizumab, a maintenant un biosimilaire, le Biovis. Donc, il est maintenant sur la liste, des médicaments autorisés et oui, il y a une transition qui se fait parce que il est moins cher que le médicament d'origine. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi efficace selon, l'expérience et les études. Donc, oui, ça se peut que ceux qui recevaient le Lucentis, vous ayez transitionné à Biovis. C'est vraiment votre médecin traitant qui décide, qui prend cette décision. Puis c'est pas tout le monde qui doit transitionner. Il y a des exceptions prévues que votre médecin traitant va gérer pour vous. Si vous rencontrez, des difficultés dans cette transition et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à communiquer avec nous à la QDM. Maintenant, au niveau de la recherche, je vais accélérer, là, je vois qu'on est quand même rendu assez loin. Hem, c'est important d'en parler parce qu'il y a de l'espoir. On parle souvent de thérapie génique. Ce sont des avenues prometteuses. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir identifier le ou les gènes défectueux et si on les annule ou les remplace avec les gènes, corrects via une injection, on vise à empêcher l'apparition de la maladie. Donc c'est un processus de guérison versus réparation. Vous me direz: «Oui, mais quand ça va arriver?» Alors tout ce que je vous parle ici, là, au niveau de la recherche, on parle d'une fenêtre de 5 à 10 ans. Je sais que c'est long, mais ayons espoir que peut-être on va pouvoir bénéficier d'un nouveau médicament ou d'une nouvelle, technique, avant la fin de notre vie. Alors, aussi, on peut,
Les gènes peuvent être introduits dans les cellules de la rétine pour les préserver, notamment l'EPR, hein. Je vous ai parlé tantôt que l'EPR, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a accumulation de drusèmes, c'est cette membrane-là qui dégénère, qui s'amincit, que les cellules meurent et qui font en sorte que notre vision centrale est perdue. Alors, c'est quelque chose qui pourra être fait éventuellement. Et aussi, on parle d'introduire des cellules rétiniennes, des gènes qui vont donner l'ordre de produire notre propre anti-angiogénique, anti-VEGF, c'est-à-dire ça va remplacer les injections. Fenêtre de 5 à 10 ans, soyons optimistes. Les cellules souches, ben, on sait que c'est une médecine régénérative, c'est une capacité de pouvoir répliquer un organe. Alors, on veut régénérer l'épithélium pigmentaire rétinien. Je vous réitère son importance et on a déjà fait des tests, surtout pour les gens qui sont atteints de rétinite pigmentaire où là, toutes les cellules de la rétine sont touchées. Ça aussi, ça avance. On va vous tenir au courant lorsqu'on aura des développements. Et il y a eu, comme nouveauté en 2023, des traitements pour l'atrophie géographique. Alors, en résumé, il faut garder espoir, monitorer avec son médecin l'évolution de sa maladie et favoriser la prévention par de saines habitudes de vie. Avant de passer à la période de questions, pour ceux qui ne sont pas membres, je vous invite à devenir membre. Je vous donne aussi le numéro de téléphone de la QDM et je vous parle du programme Mieux vivre avec la dégénérescence maculaire. C'est un programme élaboré par la QDM en collaboration avec l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec. C'est-à-dire, vous allez retrouver des renseignements sur notre association afin de devenir membre dans les cliniques d'ophtalmologie partout au Québec. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et ceci met fin à ma présentation. Merci beaucoup, Hélène, pour ta présentation bien structurée, bien claire, beaucoup de réponses aux questions que les gens ont posées, soit dans le question-réponse ou avant la conférence. Il nous reste une quinzaine de minutes, alors je vais te poser des questions. Je te demanderai d'être succincte. C'est toujours un défi quand on a à Ouais. répondre à des questions. Il y en a une qu'on entend souvent quand les gens appellent au bureau ou quelque chose que les gens comprennent plus ou moins. Après un diagnostic, on a souvent un diagnostic d'abord dans un œil, hein. C'est souvent la dégénérescence sèche. Puis ensuite, ça progresse. Quelqu'un nous demande est-ce que je peux avoir la sèche dans un œil, la humide dans l'autre? Comment ça évolue tout ça? Est-ce que tu disais que 10% des gens vont avoir la humide? Peux-tu nous Mhm. donner brièvement une espèce d'horizon de la progression généralement, là? D'accord. Premièrement, la forme sèche, elle est facile à détecter. Vous allez tout de suite le savoir avec votre optométriste. Oui, je l'ai expliqué tantôt, ce n'est pas symétrique. Un premier œil peut être atteint de la forme sèche jour 1 ou les deux yeux peuvent être atteints de la forme sèche jour 1. Maintenant, pour avoir la forme humide, il faut déjà avoir la forme sèche dans 99,99% des cas. Comme dans toute bonne chose, il y a toujours des exceptions. Il est possible que la forme humide se développe sans qu'il y ait la forme sèche, mais c'est extrêmement rare. Donc, on va mettre ça de côté, cette hypothèse-là. Et quel temps ça va prendre pour évoluer, pour s'aggraver? C'est totalement inconnu. Chaque personne est unique, chaque personne est différente. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser un sain mode de vie et il faut favoriser les suivis réguliers avec notre optométriste, faire la grille d'Amsler. Ce n'est pas symétrique, ça peut être rapide, ça peut être lent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir la dégénérescence maculaire sèche pendant longtemps et conserver une bonne vision pour conserver une belle autonomie de vie. J'ai donné une conférence à Drummondville dernièrement. J'ai rencontré une dame de 88 ans qui reçoit des injections depuis la mise en marché des anti-angiogéniques, c'est-à-dire 2007, et elle est
toujours capable de lire des livres en papier. Je suis jalouse. Alors, on sait pas. Certaines personnes vont dégénérer plus vite, d'autres moins vite, mais mettons toutes les chances de notre côté. Merci. Quelqu'un d'autre demande, l'ADMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, quand ça progresse, évidemment, ça peut générer une inquiétude, une détresse. Est-ce que ça peut être une cause possible d'une dépression? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un sens important, la vision. C'est on perd quelque chose. Lorsque moi j'ai eu mon diagnostic, je me suis surtout la forme humide, la forme sèche, ça m'a moins inquiétée, mais je me suis sentie, endommagée, indésirable, heu et ce qui m'a aidée, c'est d'en parler, de joindre la QDM, d'échanger avec d'autres personnes qui ont la maladie. Donc excusez, j'ai arrêté de parler parce que je pense que ça sonne à la porte, mais ils vont entendre. Alors, oui, oui, La dépression peut survenir, oui, mais c'est important là de de réagir. changer, puis de se trouver des petits plaisirs quotidiens. Il faut changer notre vie, on peut changer des choses, mais parlez-en avec votre médecin, consultez, il y a des groupes de soutien. C'est important d'échanger avec les autres dans ce temps-là. Ça m'amène une question. En même temps, je vais répondre en partie à cette question-là. Tu mentionnais tantôt la technologie. Quelqu'un demande, où est-ce que je peux trouver des informations sur les aides technologiques pour aider au déplacement, à la vie quotidienne? Je ramène à la mission de la QDM, informer, orienter, soutenir et défendre les intérêts des gens. Tout ce qui concerne maintenant la technologie, des cours de technologie, les aides visuelles pour la basse vision. Sur notre site web, vous allez trouver une section qui s'appelle S'adapter. Il y a notamment l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles, qui donne des formations en technologie. Il y a les associations de personnes à limitation visuelle à travers le Québec aussi, qui sont une excellente source d'information et d'orientation au plan local et régional. Je voulais juste faire ce point-là parce que la QDM n'offre plus maintenant là, de cours comme tel de technologie. On réfère de plus en plus les gens aux sources qui sont disponibles directement dans leur milieu. Tu mentionnais la question qu'on a souvent aussi sur les cataractes. Est-ce que c'est normal de ne plus bien voir après une opération que j'ai eue à la cataracte alors que j'ai la dégénérescence maculaire? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? En fait, non. L'opération de la cataracte va vous redonner toute la luminosité nécessaire pour bien transmettre les images, visuelles à votre cerveau. Hem, Toutefois, l'opération de la cataracte ne va pas guérir la dégénérescence maculaire, la DMLA. Ça va avoir aucun impact sur la macula. Les dommages qui existent à votre macula, ce qui va arriver avec l'opération de la cataracte, c'est que vous allez mieux voir. Vous allez peut-être mieux voir comment maintenant votre image est déformée à cause de votre dégénérescence. Mais parce qu'il y aura plus de lumière qui va entrer dans votre œil, ça devrait vous aider à mieux voir. Il y aura plus d'ombrage. De là l'importance de commencer à utiliser les loupes, grossir les caractères. Mais non, ça ne fait pas en sorte que vous voyez moins bien, mais si vous constatez en fait, vous êtes plus en mesure de constater la perte de votre acuité visuelle lorsque vous êtes opéré de la cataracte parce que vous voyez mieux les défauts dans votre vision maintenant. Parfait. Quelqu'un parle des corps flottants. Est-ce que les corps flottants, ça a une relation ou c'est un signe précurseur de dégénérescence maculaire? Non, pas du tout. C'est quoi des corps flottants? En vieillissant, notre vitrée, l'humeur aqueuse à l'intérieur de notre œil se liquéfie et il y a souvent un décollement du vitré, c'est-à-dire parce qu'il est plus liquide, il est moins collé à la rétine. Et là, il y a un petit décollement. On ne parle pas de déchirure, là.
une déchirure de la rétine, c'est autre chose. Un petit décollement du vitré génère des corps flottants. Alors, ce n'est pas un signe précurseur de l'ADMLA. Les corps flottants, c'est très ennuyant. Toutefois, les spécialistes s'entendent à dire que notre cerveau s'habitue à ne plus les voir. Mais moi, par exemple, qui ai un œil meilleur que l'autre, de façon marquée, si j'ai des corps flottants dans mon bon œil, je vais les voir beaucoup plus que si je voyais avec mes 2 yeux. Mais non, c'est pas un signe précurseur de la maladie. Toutefois, heu, par exemple, une, pluie de corps flottants, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu un gros décollement de vitré. Ben, je suis allée consulter en urgence, puis finalement, certains petits points noirs sont disparus à l'intérieur d'un mois. Mais si vous voyez que ça s'aggrave, vous devez aller consulter. Mais s'il n'y en a pas plus qu'avant, ça n'a rien à voir avec l'ADMLA, mais c'est quelque chose que vous devez discuter avec votre professionnel de la vision. Merci. Quelqu'un demande, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que la dégénérescence maculaire, peut affecter l'équilibre, quand on marche? Mmh. En fait, oui et non. C'est pas à cause de la dégénérescence maculaire qu'on a une perte d'équilibre, c'est à cause qu'on voit moins bien. On voit quand on a moins de contraste, on voit pas, par exemple, les marches, si elles sont toutes de la même couleur. Maintenant, moi, je tiens toujours la rampe parce que quand je regarde les marches, puis que j'ai pas assez d'éclairage, mais des fois, je les vois pas bien. Il y a aussi le phénomène de métamorphopsie qui fait en sorte qu'on voit les objets, différents d'un œil à l'autre. Souvent, un œil va en donner des plus gros, ça va être plus gros, l'autre, ça va être plus petit. Alors ça cause pas une perte d'équilibre, mais ça cause, par exemple, une perception visuelle différente de notre environnement et c'est pour ça qu'il faut devenir très prudent. On tient la rampe, on s'assure que c'est bien éclairé. En cas de doute, on pose un pied délicatement, on se dit: «Bon, est-ce que je suis au bon endroit?» Ce sont toutes des petites choses auxquelles on doit s'adapter, puis on développe des petites techniques pour, rester en sécurité. Ça m'amène, une idée pour les gens. On a eu une, conférence d'une ergothérapeute, Evelyne Laroche, en avril. Sa conférence est disponible dans la section ressources de notre site web. D'ailleurs, toutes nos conférences se retrouvent là et dans sa conférence «Adapter son domicile à la perte de vision», elle mentionne notamment la question des chutes, de l'importance d'un bon éclairage, donc autour de la maison, dans la maison. Donc c'est une belle source de référence aussi en complément. Est-ce que les écrans, les multiples écrans, l'écran d'ordinateur, l'écran du cellulaire, l'écran de télévision ont un impact sur la progression de la maladie? En fait, ce qui est dangereux pour les personnes qui ont la dégénérescence maculaire, ce sont les rayons ultraviolets. Et les écrans ne génèrent pas de rayons ultraviolets. La télévision n'en génère pas, les cellulaires non plus, les iPads non les tablettes non plus, les ordinateurs non plus. Donc, la seule chose qui peut arriver si vous faites trop d'écran, ben, c'est une fatigue visuelle et une sécheresse. Parce que quand on fait de l'écran, quand on regarde, un film, une émission, ben, on va fixer, on va cligner moins, nos yeux vont, se fatiguer plus rapidement, s'assécher plus rapidement. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est, regarder l'écran, la règle du 20-20-20, 20 minutes, on regarde, 20 secondes, on ferme les yeux, après ça, on cligne des yeux, on regarde au loin, on fait des exercices. On essaie de pas trop fixer ces écrans-là. Il y a une question sur les verres soleil. Une dame qui demande: «Est-ce que mes lunettes soleil, pour, la qui a une protection pour la neige, c'est utile?» Je me permets là, Hélène, je ramène les gens à un article qui est paru dans notre bulletin du printemps, qui est disponible dans la section ressources de notre site web. Mmh. L'optométriste, Josée, Falardeau, qui est optométriste conseil de la QDM, parle de manière plus précise, là, de l'importance des lunettes soleil, du facteur UV 400 à avoir sur ses lunettes, et cetera. Et elle mentionnait que les lunettes de sport disponibles dans les grandes surfaces de sport sont de meilleure qualité que celles qu'on achèterait, par exemple, en pharmacie.
mais que, comme tu mentionnais aussi, les lunettes soleil de qualité sont importantes pour assurer une bonne protection. Quelqu'un parle de la luminothérapie. Est-ce que c'est une façon de traiter la dégénérescence maculaire? Ben, la dépression ou la dégénérescence maculaire? Est acceptée. En fait, la question parle Ouais, beaucoup en fait, tu peux traiter les deux, là, mais OK. dans- En fait, la luminothérapie pour la dépression, la fameuse lampe là, il y aurait des rayons UV dans ces lampes-là, donc non, ce n'est pas conseillé. Mais un traitement pour la dégénérescence maculaire sèche avec une lumière, je suis pas assez qualifiée pour répondre à ça, Sylvie. Je sais pas si toi tu as plus d'informations ou de connaissances, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va surveiller pour vous là, s'il y a des développements au niveau d'un traitement de ce genre-là. effectivement, on va suivre ça. Il y a des traitements qui touchent la lumière Mmh. qui sont en train de se développer en Europe, là, mais on ne parle pas de luminothérapie ici, là. Non. Non, comme tu Non, mais mentionnes. la luminothérapie avec l'achat d'une lampe, non, ce n'est pas conseillé pour les en fait, c'est à proscrire pour ceux qui ont la dégénérescence maculaire. Est-ce qu'on peut voyager en avion? Est-ce qu'il y a un risque pour les yeux à cause de la pression? Oui, on peut voyager, en fait, quand on dit à une personne, «OK, tu viens d'avoir un traitement, visuel, une chirurgie, tu peux pas voyager», c'est surtout les personnes qui ont eu une réparation d'un déchirement de la rétine et heu pour recoller la rétine, on injecte une bulle gazeuse. Ça, tu peux pas prendre l'avion avec ça. Mais si tu as la dégénérescence maculaire, tu peux prendre l'avion. Si tu fais du glaucome, tu peux prendre l'avion, en autant que ta pression oculaire soit bien contrôlée dans le glaucome, là. Mais non, ce n'est pas un empêchement pour, voyager. Puis en cas de doute, demandez toujours à votre médecin avant de partir. Mais je sais qu'au niveau de la dégénérescence maculaire seule, il y a pas de contrainte. Il y a une autre question, puis ça va être la dernière. Malheureusement, le temps passe vite et il faudra répondre succinctement. Comment peut-on expliquer l'impression que la vision diminue malgré la stabilité des résultats de l'évaluation de l'ophtalmologiste d'un rendez-vous à l'autre? Ben, vous savez, la vision, c'est unique à chaque personne et même moi, d'une journée à l'autre, je vois pas toujours de la même façon. Heu, Faites attention à vos yeux secs, traitez vos yeux secs. Hem Surtout si vous avez la forme humide ou même les drusènes, ça se déplace dans la macula, ça progresse, ça peut changer d'endroit. Le liquide, il bouge, il est pas stable, là. Donc on voit jamais, jamais de la même façon. Heu, mais si vous avez une chute d'acuité visuelle, là, c'est important de consulter. Mais s'il y a de légères variations, puis que vous faites vos suivis régulièrement, ben là, il y a pas de souci. Hélène, ça a passé très vite, comme à chaque fois que tu nous fais des présentations. Donc, Merci. merci beaucoup, Hélène. Merci infiniment de ton temps. Donc, la période de questions est terminée. Je vous rappelle que les personnes qui sont inscrites à cette conférence vont recevoir un courriel d'ici une semaine avec un lien qui donne l'accès à la rediffusion. Vous pourrez l'écouter aussi souvent que vous voulez. Elle va se retrouver aussi dans la section ressources de notre site web et sur notre chaîne YouTube. On a reçu de nombreux témoignages de satisfaction au sujet de la conférence d'Hélène et des autres conférences qu'on a eues d'ophtalmologistes, d'optométristes, d'ergothérapeutes. Euh, on vous invite, dans la mesure de vos moyens, à faire un don à la QDM pour soutenir nos activités d'information, d'orientation et de soutien. Vous pouvez le faire à partir de notre site web ou téléphoner au bureau pour qu'on vous explique comment avoir accès au formulaire si vous ne l'avez pas reçu avec notre bulletin d'information si vous êtes membre. Donc, ça termine notre saison. Alors, Hélène, merci beaucoup encore une fois. Je vous en prie. Et au nom de l'équipe de la QDM, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un excellent été.